Dans un entrepôt poussiéreux quelque part en Californie, Daryl Sheets a fait un pari qui allait soit le ruiner financièrement, soit le placer fermement au sommet du monde des ventes aux enchères d'entrepôts. Ce qu'il a finalement tiré de ce casier oublié a fait bien plus que gonfler son compte en banque. Il a suscité la jalousie d'amis, révélé des secrets auxquels personne ne s'attendait et déchiré les liens fragiles de sa propre famille. C'est l'histoire d'une découverte valant plus de 2 millions de dollars et du prix douloureux que ce genre d'argent peut exiger. Le pari commença par un après-midi brutal à San Bernardino où la chaleur s'accrochait à tout comme une lourde couverture. La climatisation de l'établissement était tombée en panne quelques heures plus tôt, transformant les allées étroites entre les unités en un four d'air vicié et d'enchérisseurs agités. Daryl se tenait parmi eux, la sueur s'accumulant sous son bandana caractéristique, surveillant de près les autres acheteurs. Devant lui se trouvait l'unité 73, encore scellée, sa porte métallique, sur le point de se lever et de révéler ce que son ancien propriétaire avait laissé derrière lui. Parmi la foule, une silhouette familière se déplaçait lentement autour de l'unité, tel un prédateur étudiant sa proie. Dave Hester, l'un des enchérisseurs les plus agressifs du secteur, inspectait la porte et l'espace environnant d'un regard calculateur. Le cadenas avait déjà été coupé et le commissaire-priseur s'apprêtait à faire rouler la porte vers le haut. Daryl ressentit une étrange traction au plus profond de ses tripes, le même instinct qui l'avait guidé pendant des décennies lors de ventes aux enchères hasardeuses. Cela faisait plus de 30 ans qu'il faisait ce métier, bien avant que les caméras de télévision ne le rendent célèbre dans Storage Wars. Daryl s'était forgé une réputation de joueur intrépide, qui se fiait avant tout à son instinct. La célébrité lui avait apporté la reconnaissance, mais elle n'avait jamais éliminé le risque inhérent à ce métier. Dans chaque casier se posait toujours la même question trésor ou déchet. À ses côtés se tient son fils Brandon, les bras croisés sur sa poitrine. La tension entre eux a commencé bien avant qu'ils n'arrivent au centre ce jour-là. L'argent s'est fait rare ces derniers temps, et Brandon en a assez de voir son père courir après des opportunités incertaines. Ce matin-là, au petit déjeuner, la dispute avait fini par éclater. Brandon l'avait prévenu qu'il ne pouvait pas se permettre une autre erreur coûteuse, sa voix lourde de frustration et d'inquiétude. Daryl avait simplement écouté en silence, pris son portefeuille et franchi la porte sans répondre. Ils se tenaient maintenant ensemble devant Unit 73, et l'air semblait chargé d'impatience. Daryl ressentait cette poussée d'excitation familière, cette électricité tranquille qui l'avait conduit à des collections de bandes dessinées rares et à des jouets anciens valant de petites fortunes. Mais cette fois, ce sentiment avait un poids différent, quelque chose de plus profond qu'il ne parvenait pas à expliquer. L'unité de stockage avait appartenu à un homme nommé Richard Stanton. Selon les registres de l'établissement, Stanton était décédé 6 mois plus tôt, sans qu'aucun parent connu ne réclame ses biens. Les ventes aux enchères de ce type étaient toujours imprévisibles, car les gens stockaient souvent les parties les plus personnelles de leur vie à l'intérieur de ces boîtes métalliques. Le commissaire-priseur, un homme d'un certain âge nommé Frank, qui avait vu tous les trucs de l'industrie, a levé la main pour faire taire la foule. Un instant plus tard, la lourde porte métallique a commencé à rouler vers le haut, avec un cri strident. Le bruit s'est répercuté dans le couloir et a fait taire toutes les conversations autour d'eux. À l'intérieur, des cartons sont empilés de manière inégale le long d'un mur. Plusieurs meubles sont recouverts de draps poussiéreux et une collection d'œuvres d'art encadrées et soigneusement appuyées contre le mur du fond. À première vue, rien ne semble particulièrement précieux ou inhabituel. Dave Hester a jeté un coup d'œil à l'intérieur pendant quelques instants avant de sourire et de s'éloigner. Pour lui, le casier représentait trop de travail pour trop peu de récompenses. Son expression montrait clairement qu'il avait déjà décidé que le contenu ne valait pas la peine qu'il y consacre du temps. Mais Daryl a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Les œuvres d'art encadrées étaient placées avec soin plutôt que jetées de côté. Les draps qui recouvraient les meubles avaient été enveloppés avec un soin délibéré plutôt que simplement drapés. Sous un vieux bureau en bois, il remarqua le coin d'un casier militaire partiellement caché, mais manifestement important pour celui qui l'avait rangé là. Cela ne ressemblait pas aux biens de quelqu'un qui avait abandonné sa propriété, mais à ceux de quelqu'un qui avait essayé de les protéger. Les enchères commencent à $300. Sans hésiter, Daryl lève la main et annonce $500. Une femme qui se tient au fond de la salle répond presque immédiatement avec $700. Daryl s'avance jusqu'à 1000. Brandon saisit le bras de son père et se rapproche de lui en murmurant avec insistance
qu'il devrait s'arrêter. Daryl le secoue et fait à nouveau monter les enchères. 1500, puis 2000. La femme hésite un instant avant de reculer et d'abandonner la compétition. Le commissaire-priseur regarde la foule et entame le compte à rebours familier. 1 fois, 2 fois. Avant que le marteau ne tombe, Daryl a crié 3000 $. Le son de sa voix retentit comme un coup de tonnerre dans le couloir silencieux. Plusieurs enchérisseurs sursautèrent tandis que le visage de Brandon pâlit. Le marteau du commissaire-priseur frappa l'estrade avec un craquement sec qui résonna dans tout le bâtiment. Ainsi, Daryl Sheets possédait Unit 73 et tout ce qui s'y trouvait. Ce qu'il n'a pas réalisé à ce moment-là, c'est qu'il venait d'acheter un secret d'une valeur de plus de 2 millions de $, avec une série de conséquences que l'argent seul ne pourra jamais réparer. La première heure qui a suivi l'achat a été profondément décevante. Daryl et Brandon traînent un carton après l'autre sur le parking brûlant, triant ce qui semble être des décennies d'encombrement oubliés. De vieux dossiers fiscaux, des 1980, se répandent sur le trottoir. Des vêtements rongés par les mites se désagrègent dès qu'on les touche. Des appareils de cuisine périmés et des objets ménagers poussiéreux s'entassent à côté d'eux. Brandon ne dit presque rien pendant qu'il travaille, mais son silence a plus de poids que les mots. Chaque objet sans valeur qu'il découvre leur rappelle que 3000 $ viennent de s'évaporer. Il finit par laisser tomber une boîte d'encyclopédie moisie sur l'asphalte avec un bruit sourd. « C'est la dernière fois que nous suivons une de tes intuitions. » Daryl n'a pas répondu. Au lieu de cela, il fixait tranquillement le casier militaire qu'il avait remarqué plus tôt à l'intérieur de l'unité. Le coffre métallique semblait lourd et solide, sa surface estampillée de marques, suggérant qu'il avait déjà voyagé à l'étranger. À en juger par son design, Daryl devinait qu'il datait de l'époque de la guerre du Vietnam. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il fouille dans son camion et en sort une pince coupante. Brandon fronce les sourcils en le voyant s'agenouiller à côté du coffre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-il. « Ce truc ne contient probablement que de vieux uniformes et des médailles. »« Fais-moi plaisir », murmure Daryl en positionnant les cutters autour du cadenas. Le métal résista un instant, puis la serrure s'ouvrit avec un bruit sec qui résonna dans le parking vide. Daryl souleva lentement le lourd couvercle. Et soudain, le temps semble s'arrêter. À l'intérieur du coffre soigneusement enveloppé dans un tissu protecteur qui avait survécu à des décennies de stockage, se trouvaient des peintures. Pas de simples gravures ou reproductions, mais des œuvres originales montées dans des cadres ornés. Leurs couleurs sont restées vibrantes malgré les années et la qualité de l'exécution ne pouvait pas être ignorée. Daryl sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il avait déjà découvert des œuvres d'art dans des casiers de stockage, et il y en avait beaucoup. Mais quelque chose dans ces œuvres lui a semblé différent dès qu'il les a vues. Elles avaient une présence, un poids silencieux qui rendait l'air autour d'elles plus lourd. Brandon s'est rapproché, sa colère s'estompant pour laisser place à l'incrédulité. « Est-ce que ce sont des vrais ?» demande-t-il à voix basse. « Je ne sais pas », murmure Daryl en soulevant avec précaution le premier tableau du coffre. L'image montrait une scène portuaire avec des bateaux dérivant doucement sur des eaux d'un bleu profond. Le coup de pinceau semblait assuré et vivant et la signature dans le coin indiquait un artiste compétent même si Daryl ne pouvait pas reconnaître le nom. Sous cette première pièce, il y en avait 4 autres. Une peinture représente une femme de l'époque victorienne, dont les yeux sont d'une précision presque obsédante. Une autre capture les champs de lavande de la campagne française qui s'étendent vers un village lointain. Une troisième œuvre présente un dessin abstrait qui semble se déplacer et changer selon la façon dont la lumière l'atteint. Le tableau final représente des fruits et du vin disposés sur une table si élégante qu'elle semble appartenir à une salle à manger royale. Les mains de Daryl tremblent. Richard Stanton, le mystérieux propriétaire du casier, était mort seul sans que personne ne réclame ses biens. Pourtant, ces peintures suggéraient une histoire bien différente de la vie qu'il avait vécue. Qui que soit Stanton, il avait manifestement compris l'art et caché quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de ce casier. « Il faut les faire évaluer », dit Brandon rapidement, la voix pleine d'excitation nerveuse. « Genre, immédiatement !»« Non », interrompt Daryl vivement. « Ne commencez pas à compter l'argent que nous n'avons pas encore. » Ils avaient déjà été déçus, et Daryl savait qu'il ne fallait pas se réjouir trop tôt. Mais au fond de lui, il sentait déjà la vérité monter dans sa poitrine. Le même instinct qui l'avait poussé à faire une offre de 3000 $ lui disait maintenant que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. La vraie question n'est pas de savoir si les tableaux ont de la valeur, mais quelle valeur ils peuvent avoir. Ils chargèrent soigneusement les œuvres d'art dans le camion de Daryl, manipulant chaque cadre avec la même précaution que quelqu'un qui porterait un nouveau-né.
Le reste du contenu de l'unité fut laissé éparpillé sur le parking sans la moindre hésitation. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Alors qu'il s'éloignait de l'établissement, Brandon était déjà en train de composer des numéros de téléphone et de chercher sur Internet des évaluateurs d'œuvres d'art réputés. Son esprit se précipitait vers des possibilités et des projets, mais Daryl restait silencieux au volant. Au lieu de l'excitation, un étrange sentiment d'effroi s'installait dans son estomac alors que la route s'étendait devant eux. Il venait de faire la découverte de sa vie. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore plutôt qu'un coffre au trésor? La réponse ne tarderait pas à venir livrée par des personnes en qui il pensait pouvoir avoir confiance enveloppée d'une avidité et d'un désespoir qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais satisfaire. Les secrets derrière le cadenas. Le bureau de l'évaluateur sentait les vieux livres et l'eau de Cologne de luxe. Marcus Chen avait une réputation dans le monde de l'art, 30 ans d'expérience, des contacts dans toutes les grandes maisons de vente aux enchères et un œil capable de repérer un faux de l'autre côté d'une pièce. Il avait accepté de voir Daryl et Brandon dans un délai très court, intrigué par l'urgence contenue dans la voix de Daryl lorsqu'il avait appelé. Maintenant debout dans la salle d'examen à température contrôlée de Marcus, regardant l'évaluateur étudier la scène du port avec une boucle de bijoutier. Daryl sentait son cœur battre contre ses côtes. Brandon faisait les 100 pas près de la fenêtre, incapable de rester immobile. Tout son corps est parcouru d'une énergie nerveuse. Marcus pose la boucle. Son visage est indéchiffrable taillé dans la pierre. « Où avez-vous dit que vous les aviez trouvés ?» Sa voix était prudente, mesurée. « Vente aux enchères », répondit Daryl. L'unité appartenait à un homme décédé, Richard Stanton, sans famille, à ce que nous sachions. Marcus acquiesça lentement, puis prit le portrait de la femme victorienne. Il l'examina pendant ce qui lui sembla être des heures, vérifiant la toile, le cadre, le travail au pinceau. Enfin, il le posa avec une douceur qui confinait à la révérence. « Monsieur Sheets, dit-il en retirant ses lunettes et en croisant le regard de Daryl. Avez-vous la moindre idée de ce sur quoi vous êtes assis ?» Brandon s'est arrêté de faire les 100 pas. « Nous espérions que vous nous le diriez. » Marcus s'est approché de son ordinateur à consulter des images croisées des bases de données. Le silence s'était étiré fragile. Puis il a tourné l'écran leur montrant un catalogue de musées de 1973, La scène du port leur apparaît sur l'écran, accompagnée d'une description qui glace le sang de Daryl. Ce tableau dit « Marcus, le doigt posé sur l'écran, et le deuil au port de Claude Monet. Il fait partie d'une collection privée appartenant à la famille Rothschild. Dans 1973, elle a été volée lors d'un cambriolage à Paris avec 4 autres pièces. Il montre d'un geste les tableaux posés sur sa table d'examen. Ces 4 autres pièces. La pièce bascule. Daryl s'agrippe au bord de la table pour se stabiliser. Volé. La voix de Brandon se fissure. Êtes-vous en train de dire que ces tableaux ont disparu depuis plus de 50 ans? Marcus s'est interrompu. Ils sont répertoriés dans toutes les grandes bases de données d'œuvres d'art volées. Interpol a ouvert une enquête. La famille Rothschild n'a jamais cessé de les rechercher. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Messieurs, vous n'êtes pas à la recherche d'un beau jour de paye. Il s'agit de l'une des plus importantes récupérations d'œuvres d'art de l'histoire moderne. Richard Stanton n'était pas un collectionneur. Il avait été un voleur, ou peut-être avait-il acheté les tableaux à des voleurs, les avait cachés pendant des décennies, et avait emporté le secret dans sa tombe. Quoi qu'il en soit, l'homme dont la vie avait été enfermée dans l'unité 73 avait commis un crime qui avait traversé les continents et les générations. « Quelle est leur valeur ?» demanda Daryl, sa voix dépassant à peine un chuchotement. Brandon a fait le calcul à voix haute, la voix tremblante. « Cela fait presque 4 millions de dollars aux enchères, a corrigé Marcus. Mais le problème, c'est que ces tableaux ne sont pas à vendre, ils ont été volés. Les propriétaires originaux ou leurs descendants ont des droits légaux. Ce à quoi vous avez droit, c'est à une indemnité d'intermédiation. La plupart des juridictions offrent 10 à 20% de la valeur retrouvée pour la restitution d'œuvres d'art volées. 10% de 4 millions de dollars. Les chiffres faisaient tourner la tête de Daryl. Cela faisait quand même 400 000 dollars, peut-être plus. Assez pour changer sa vie. Assez pour assurer l'avenir de Brandon. Assez pour enfin prouver que son instinct valait la peine d'être suivi. Mais tandis que Marcus expliquait la procédure légale, l'authentification, la paperasserie, les négociations avec la succession Rothschild, les mois voire les années que cela prendrait pour résoudre le problème. Daryl sentit quelque chose de plus sombre s'insinuer dans ses pensées.
Qui d'autre était au courant de cette découverte? Nous devons garder le silence, dit Daryl soudain, jusqu'à ce que tout soit officiel. Pouvons-nous faire cela? Marcus a hésité. J'ai l'obligation professionnelle de signaler aux autorités compétentes les objets d'art volés. Cela s'est produit aujourd'hui. Mais je peux leur demander de ne pas mentionner vos noms dans les premiers rapports. Pour votre sécurité. En quittant le bureau de l'évaluateur, les tableaux ont été placés dans un coffre-fort jusqu'à ce que les autorités puissent en prendre possession. Daryl sentait le poids de ce qu'il avait trouvé peser sur ses épaules comme un fardeau physique. Brandon était silencieux à côté de lui, probablement en train de faire les mêmes calculs, les mêmes peurs. Aucun d'eux n'a parlé jusqu'à ce qu'ils atteignent le camion. Puis Brandon s'est tourné vers son père, les yeux brillants de quelque chose qui aurait pu être des larmes ou de la peur. « Papa, dit-il à voix basse. Dans quoi nous sommes-nous embarqués? » Daryl n'avait pas de réponse. Il a juste démarré le moteur et conduit surveillant le rétroviseur comme un homme qui vient de se rendre compte qu'il est traqué. L'évaluation qui a pulvérisé les records. La nouvelle est tombée 3 jours plus tard et elle a fait le tour du monde en même temps. La star de Storage Wars, Daryl Sheets, découvre un monnaie disparu d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Les gros titres ont fait le tour des sites de divertissement, des chaînes d'information et des plateformes de médias sociaux. Le téléphone de Daryl a explosé sous les appels de journalistes, d'avocats, d'anciens amis qui se sont soudain souvenus qu'ils existaient. Des parents éloignés sont sortis du bois comme des insectes attirés par la lumière. Le producteur de Storage Wars voulait une interview exclusive. Un agent littéraire proposait une avance à 6 chiffres pour les mémoires de Daryl. Dave Hester a appelé sa voix dégoulinant d'une envie à peine dissimulée pour demander si les rumeurs étaient vraies. Et à travers tout cela, Daryl se sentait noyé dans une attention qu'il n'avait jamais voulu, jamais demandé. « Tu es célèbre, » dit Brandon en faisant défiler sa tablette sur la table de la cuisine de Daryl. « Genre vraiment célèbre. Il y a des mèmes à votre sujet. Les gens vous appellent le roi du stockage. TMZ veut savoir ce que vous allez faire de l'argent. » « Nous n'avons pas d'argent, s'emporta Daryl les nerfs à vif après 62 heures de chaos. Nous avons une commission d'intermédiaires potentiels qui pourrait prendre des années à être perçue. Et tous les vautours de Californie tournent autour de notre maison. » Brandon lève les yeux, la douleur s'affichant sur son visage. « Je dis juste que c'est ce que tu as toujours voulu. N'est-ce pas? La reconnaissance. La preuve que tu es le meilleur. » Avant que Daryl ne puisse répondre, son téléphone sonne à nouveau. Numéro inconnu. Il a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussé à décrocher. « Monsieur Sheets », la voix était féminine. « Je m'appelle Isabelle Rothschild. Je crois que tu as trouvé quelque chose qui appartient à ma famille. » Le cœur de Daryl s'est arrêté. Il a soufflé le nom à Brandon qui est devenu pâle. « Mademoiselle Rothschild. » Il s'est débrouillé. « Oui, les peintures. Je coopère pleinement avec les autorités. » « Je sais. » Sa voix était chaude, presque amusée. « Et ma famille m'en est extraordinairement reconnaissante. Ces pièces ont été volées dans la collection de ma grand-mère avant ma naissance. Nous n'avons jamais pensé les revoir un jour. Votre découverte est un miracle, monsieur Sheets. Vraiment. » « Merci, dit Daryl. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'appelle parce que je voulais discuter personnellement de la commission d'intermédiaire. » Isabelle poursuit. « Le pourcentage habituel est de 10 à 15%. Mais compte tenu de l'importance culturelle de ce que vous avez trouvé et du soin que vous avez apporté à la manipulation des pièces, ma famille aimerait vous offrir 20% de la valeur authentifiée. » Le cerveau calculateur de Daryl s'est mis en marche automatiquement. 20% de 4 millions de dollars, c'est 800 000 $. De l'argent qui change la vie, de l'argent générationnel. C'est extrêmement généreux, balbutia-t-il. Il y a une condition, dit Isabelle, et sa voix changea légèrement, prenant une tournure qui fit flancher les instincts de Daryl. Ma famille est attachée au respect de la vie privée. Nous aimerions que vous signiez un accord de non-divulgation concernant les détails spécifiques de la récupération où vous avez trouvé les tableaux, l'état de l'unité de stockage, tout ce qui pourrait amener les gens à enquêter sur les antécédents de Richard Stanton. Le retour des tableaux sera public, bien sûr, mais l'histoire de leur disparition reste discrète. La poigne de Daryl se resserre sur le téléphone. Pourquoi? Parce que Richard Stanton n'était pas un voleur, monsieur Sheets. C'était un soldat qui a servi ma famille pendant la guerre. Lorsque les tableaux ont été volés, il les a récupérés, mais les voleurs avaient déjà été tués par leurs propres associés. Il ne pouvait pas rendre les œuvres d'art sans s'impliquer dans des meurtres qu'il n'avait pas commis, alors il les a gardées en sécurité. Pendant 50 ans, il les a protégées en attendant le moment où la vérité ne le détruirait pas.
Richard Stanton n'était pas un criminel, c'était un héros qui avait vécu dans l'ombre protégeant un secret, qui aurait pu le faire tuer mourant seul, sans personne pour raconter son histoire. Si cela se poursuit, Isabelle doucement, les médias détruiront son nom. Ils le traiteront de voleur, de receleur, de criminel, ils se moqueront de la vérité. Mais ma famille s'en soucie, et nous vous demandons de protéger sa mémoire comme il a protégé notre propriété. Daryl ferme les yeux, 800 000 $ pour garder un secret, 800 000 $ pour laisser l'honneur d'un homme mort rester enterré. Mais rien de tout cela n'a été facile, j'ai besoin d'y réfléchir, a-t-il dit. Bien sûr, a répondu Isabelle, vous avez mon numéro. Mais Monsieur Sheets, l'offre expire dans 48 heures. Après cela, nous revenons aux 10% habituels et l'histoire de Richard Stanton devient publique. C'est à vous de choisir, a-t-elle raccroché. Daryl a posé son téléphone les mains tremblantes. Qu'a-t-elle dit demanda Brandon. Daryl lui raconta tout. Quand il eut fini, Brandon le fixait avec une expression que Daryl n'avait jamais vue auparavant, mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de l'avidité. « Papa, c'est de 800 000 $ qu'il s'agit, dit lentement Brandon, presque le double de ce que nous obtiendrions autrement. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous taire sur le passé d'un vieux type. C'est de l'argent facile, c'est de l'argent du sang, dit Daryl à voix basse. Nous les laisserions contrôler la narration, nous les laisserions décider de la vérité que le monde doit entendre. Depuis, quand tu t'intéresses à ça, la voix de Brandon s'élève, la frustration transparaît. Tu as passé toute ta vie à courir après les gains, à prendre des risques, à parier sur des intuitions. Maintenant, tu as le plus gros score de ta carrière sur tes genoux. Et tu vas t'en aller à cause d'une crise morale à propos d'un homme que tu n'as jamais rencontré. C'est différent. Non, ça ne l'est pas. Brandon a claqué sa main sur la table. Tu trouves toujours un moyen de te saboter, d'arracher la défaite des mâchoires de la victoire. Eh bien, je ne le ferai plus. Vous voulez gaspiller 800 000 $. Très bien. Mais je prendrai ma moitié de ce que nous obtiendrons, et j'en aurai fini avec les guerres de stockage, avec les ventes aux enchères, avec vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme du verre brisé. Daryl sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait essayé de maintenir pendant des années. À travers tous les combats et les déceptions et les moments où Brandon le regardait avec un mépris à peine voilé. Brandon. Mais son fils se dirigeait déjà vers la porte attrapant sa veste. Son visage aux traits durs rappelait douloureusement à Daryl la mère de Brandon. « Appelle-moi quand tu auras pris ta décision, dit Brandon sans se retourner. En supposant que tu puisses vraiment en prendre une. » La porte a claqué. Quand la fortune apporte des fractures, les 48 heures ont ressemblé à 48 jours. Daryl n'a pas dormi. Il s'est assis dans son salon, faisant défiler des articles sur Richard Stanton, essayant de reconstituer la vie d'un homme qui est mort en n'ayant qu'un garde-meuble à son nom. Il n'y a pas eu grand-chose. Service militaire au Vietnam, quelques adresses en Californie. Pas de casier judiciaire, pas de famille, juste une existence tranquille qui s'est terminée sans bruit, laissant derrière elle un secret qui lui survivra pendant des décennies. Le matin du deuxième jour, quelqu'un frappe à sa porte. Daryl l'ouvre et trouve Laura Benson, son ex-femme, debout sur le porche, les bras croisés et l'expression indéchiffrable. « Il faut qu'on parle, dit-elle en le frôlant pour entrer dans la maison. « Laura, qu'est-ce que tu fais ? Brandon m'a appelé. » Elle s'est interrompue, se tournant vers lui dans le salon. « Il m'a tout raconté. Les peintures, les Rothschild, le choix qui vous préoccupe. Et il m'a dit qu'il en avait fini avec toi. » Daryl a senti ses défenses s'élever. C'est entre moi et Brandon. Non, Daryl, il s'agit d'un modèle. La voix de Laura était tranchante, tranchante. Tu as couru après ces gros scores toute ta vie. Et à chaque fois que vous vous en approchez, vous trouvez un moyen de tout faire échouer. Vous vous sabotez, vous repoussez les gens. Tu rends tout compliqué alors que ça pourrait être simple. Ce n'est pas simple, rétorque Daryl. La réputation d'un homme est en jeu. La réputation d'un homme mort. Laura a corrigé. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Quelqu'un dont l'histoire ne changera pas, que vous la racontiez ou non. Mais votre fils, lui, est vivant. Et tu es sur le point de le perdre pour un principe qui n'a d'importance que pour toi. Les mots ont frappé plus fort que ce à quoi Daryl s'attendait. Il s'est enfoncé dans le canapé soudainement épuisé. Que veux-tu que je fasse, Laura ? Que je vende, que je prenne l'argent et que je prétende que c'est aussi facile. Je veux que tu réfléchisses à qui cela sert vraiment, a dit Laura, sa voix s'adoucissant légèrement. Elle s'est assise en face de lui. Vous voulez protéger la mémoire de Richard Stanton. Très bien, noble. Mais qui en profite, pas lui. Il est mort, pas sa famille. Il n'en a pas. La seule personne qui en profite, c'est vous. Parce que vous avez l'impression de faire ce qu'il faut,
Pendant ce temps, vous perdrez 400 000 $, vous détruirez votre relation avec votre fils et vous n'accomplirez rien d'autre que de vous sentir moralement supérieur. Daryl la regarda fixement, détestant à quel point elle avait raison, détestant à quel point elle le connaissait encore après toutes ces années. Ou bien continua-t-elle, vous prenez les 800 000 $. Vous signez l'accord, vous laissez les Rothschild protéger leur version des faits. Et vous utilisez cet argent pour construire quelque chose de concret avec Brandon. Peut-être même réparer ce qui a été brisé entre vous deux. Peut-être lui montrer que tu peux vraiment aller au bout de quelque chose sans t'autodétruire. Ça a l'air si simple. C'est simple, a dit Laura. C'est toi qui rends les choses compliquées comme toujours. Après son départ, Daryl resta assise en silence, retournant ses paroles dans son esprit. Avait-elle raison? S'agissait-il de protéger Richard Stanton, ou s'agissait-il pour Daryl de protéger une certaine image de lui-même? Le joueur vertueux, l'homme qui faisait les choses de la manière la plus dure, le héros de sa propre histoire. Son téléphone a sonné, un message d'un numéro inconnu. TikTok, M. Sheets. L'heure de la décision approche. Hier, Isabelle Rothschild lui rappelant que le temps était compté. Daryl ferma les yeux et pensa à Brandon. De toutes les fois où son fils l'avait vu revenir les mains vides des ventes aux enchères, de toutes les promesses qu'il avait faites et rompues, de l'expression du visage de Brandon lorsqu'il avait franchi la porte, comme s'il abandonnait enfin définitivement son père. La décision, quand elle est venue, n'a pas été dramatique. Daryl n'a pas eu de révélation. Il n'a pas vu de signe venant d'en haut. Il a juste décroché son téléphone et composé le numéro d'Isabelle Rothschild. Et quand elle a répondu, il a dit 3 mots qui allaient définir tout ce qui allait suivre. Je vais signer. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis la voix d'Isabelle chaude de satisfaction. Excellent choix, monsieur Sheets. Je fais envoyer le document immédiatement. Et félicitations, vous venez de gagner 800 000 $. Daryl raccroche et appelle immédiatement Brandon qui tombe sur la messagerie vocale. Au 3e essai, il laisse un message. Brandon, c'est moi. J'ai pris la décision. J'ai pris l'argent. 800 grandes. 40% pour vous. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Appelez-moi, s'il vous plaît. Il a attendu. Le téléphone n'a pas sonné. La maison est restée silencieuse. Et Daryl Sheets, assis seul avec son plus grand triomphe s'écroulant autour de lui, a réalisé que certains prix ne peuvent pas être mesurés en dollars et en cents. Certaines dépenses arrivent à échéance d'une manière qu'aucune fortune ne pourra jamais rembourser. Les conséquences de l'or. L'argent est arrivé sur le compte de Daryl 6 semaines plus tard. 400 000 $ pour lui. 400 000 $ bloqués pour Brandon en attendant qu'il accepte les conditions. L'accord de non-divulgation a été signé notarié et scellé dans du béton légal. L'histoire de l'héroïsme de Richard Stanton resterait enterrée avec lui. Le monde ne saurait jamais que les tableaux avaient été protégés par un soldat qui avait sacrifié sa réputation pour les mettre à l'abri. Les médias sont passés à d'autres histoires. Storageworth a filmé un épisode spécial sur la découverte soigneusement édité pour supprimer tout ce qui pourrait violer le NDA. Daryl a joué son rôle, le jovial chasseur de trésors, qui a trouvé de l'or souriant devant les caméras, tandis que ses entrailles se remplissent de quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. Brandon n'a jamais rappelé. Daryl a essayé encore et encore. Textes, messages vocaux, messages par l'intermédiaire de Laura. Mais son fils avait lui aussi fait son choix, et ce choix était le silence. Les 400 000 $ étaient sous séquestre non réclamé, un monument à tout ce qui s'était brisé entre eux. Il reviendra, a dit Laura, lorsque Daryl s'est présenté chez elle désespéré d'avoir des nouvelles. Donne-lui du temps. 3 mois après la découverte, Daryl a reçu une lettre d'Isabelle Rothschild. Les tableaux ont été authentifiés, restaurés et réintégrés dans la collection familiale. Une cérémonie privée a été organisée à Paris. Le monde de l'art parle d'une guérison miraculeuse. La famille Rothschild offrait 2 pièces au Louvre en l'honneur de Richard Stanton. Une petite plaque porterait son nom l'identifiant comme le protecteur de la collection. C'était quelque chose, un petit morceau de vérité qui avait pu survivre. Mais Daryl se sentait vide, lisant une lettre à ce sujet, au lieu de le voir de ses propres yeux, sachant qu'il avait vendu la plus grande histoire pour de l'argent dont il ne pouvait même pas profiter. Il a acheté un nouveau camion amélioré, son équipement, mis de l'argent de côté pour la retraite, toutes les choses pratiques que l'argent était censé acheter. Mais rien de tout cela ne remplissait le vide qui s'était installé dans sa poitrine comme un caillou. Le dernier rebondissement est survenu 4 mois après la découverte initiale. Daryl triait du courrier lorsqu'il a trouvé une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photographie ancienne décolorée, datée au dos d'une écriture qu'il n'a pas reconnue. 1973,
La photo montre un jeune homme en uniforme militaire devant la propriété Rothschild, tenant l'un des tableaux de Monet, avec une expression de détermination farouche. Au dos, sous la date, quelqu'un avait écrit Richard Stanton, le jour où il a sauvé plus que l'art. Daryl a fixé la photo pendant un long moment, s'est aperçu de l'homme dont il avait vendu la vie pour 800 000 $. Un homme qui avait fait le choix difficile, le choix dangereux, le choix qui lui avait tout coûté. Un héros mort dans l'anonymat ne laissant qu'un garde-meuble et un secret. Et Daryl a réalisé avec une clarté dévastatrice qu'il avait eu l'occasion d'honorer ce sacrifice, de raconter l'histoire de Richard Stanton, de donner un sens à sa mort solitaire. Au lieu de cela, il avait pris l'argent et laissé le silence se perpétuer. La photo brûlait dans ses mains comme une accusation. Cette nuit-là, Daryl passa un dernier appel à Brandon. Son fils répondit à la 4e sonnerie, sa voix était plate et distante. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?»« J'ai fait une erreur, » dit Daryl, les mots tombant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Prendre cet argent, signer cet accord. Je l'ai fait pour les mauvaises raisons et j'ai besoin que tu le saches. J'ai besoin que tu saches que je comprends ce à quoi j'ai renoncé. » Silence à l'autre bout du fil. « Alors veux-tu que je te dise que c'est bon que je te pardonne, parce que je ne sais pas si je peux le faire. » « Je ne veux rien, répond Daryl, la voix brisée. Je voulais juste que tu m'entendes le dire. J'avais tort sur toute la ligne et je suis désolé. » Plus de silence. Puis la voix de Brandon, plus douce maintenant, hésitante. « L'argent est toujours là, en dépôt fiduciaire. Je sais, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me rappelle que tu l'as choisi au détriment de tes principes. Et si tu pouvais faire ça, que choisirais-tu d'autre que moi ?» Daryl n'avait pas de réponse. La question restait suspendue dans l'air entre eux, lourde et sans réponse. « Je dois y aller, » dit finalement Brandon. « Peut-être pourrons-nous en reparler un jour quand nous n'aurons plus aussi mal. » La ligne s'est éteinte. Daryl était assis dans son salon entouré des preuves de son succès. Les nouveaux meubles, l'équipement amélioré, les relevés bancaires à 6 chiffres, et il se sentait plus pauvre qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Il avait trouvé un trésor d'une valeur de plus de 2 millions de $, et cela ne lui avait apporté que des regrets. Certains soirs, Daryl passait devant ce centre de stockage à San Bernardino, regardant d'autres chasseurs placer leurs enchères sur les vies oubliées d'autres personnes. Il avait vu l'espoir dans leurs yeux, la soif de ce grand coup qui changerait tout. Et il voulait leur dire la vérité qu'ils finiraient par apprendre d'une manière ou d'une autre. Daryl Sheets avait gagné à la loterie, et il avait perdu tout ce qui comptait. L'histoire aurait dû se terminer par un triomphe. Au lieu de cela, elle s'est terminée par un homme assis seul dans un camion à l'extérieur d'un entrepôt fixant la photographie d'un héros qu'il n'a jamais connu, se demandant si la rédemption n'était qu'une autre chose qu'il avait enfermée et dont il avait perdu la clé. La réponse, comme l'histoire complète de Richard Stanton, est restée enfouie dans un silence qui vaut plus que l'argent ne pourrait mesurer et qui est tout aussi impossible à retrouver. Si l'histoire de Daryl nous a appris quelque chose, c'est que les trésors les plus précieux ne sont pas toujours ceux que l'on trouve. Ce sont ceux que l'on risque de perdre en les cherchant. Les tableaux sont désormais en sécurité derrière les vitres du musée. Mais les relations qu'ils ont brisées restent en morceaux. Qu'auriez-vous fait à la place de Daryl? Auriez-vous accepté l'argent ou dit la vérité? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur les coups cachés de la fortune et le vrai prix de la découverte. Merci de nous avoir suivis.